Parfois, un discours est bien plus qu'un simple discours. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des plus puissants d'entre eux, l'éloge funèbre d'Erika Kirk pour son mari, l'activiste Charlie Kirk. Et on va voir comment un moment de deuil peut se transformer sous nos yeux en un véritable manifeste. Et tout, absolument tout dans ce discours repose sur ce seul verset de la Bible. Mais attention, il n'est pas présenté comme une simple citation. Non, pour l'oratrice, c'est quelque chose de bien plus fort. C'est une véritable prémonition. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps. Le récit ne commence pas avec la tragédie elle-même, mais 2 ans plus tôt, lors d'un événement qui s'appelle America Fest 2023. Selon Erika Kirk, cette chronologie, ce n'est pas du tout une coïncidence. Pour elle, c'est une séquence voulue par Dieu. Une séquence qui relie directement la déclaration de foi publique de son mari à sa mort 2 ans plus tard. C'est une construction narrative extrêmement puissante. Une fois ce cadre, disons, divin, bien posé, le discours nous plonge au cœur même de la tragédie. Et la manière dont elle est racontée est absolument essentielle. Le discours nous transporte au moment le plus brutal, le plus impensable, l'arrivée à l'hôpital pour identifier le corps de son mari. Elle commence par partager une réaction que tout le monde peut comprendre, une réaction universelle, le choc, l'horreur, une douleur qu'on peine même à imaginer face à un tel drame. Et c'est précisément ici que tout bascule. Le discours pivote. On passe de l'horreur la plus totale à une histoire de miséricorde divine. Cette interprétation, elle redéfinit complètement la mort. Ce n'est plus un moment de souffrance atroce, mais une transition quasi paisible, instantanée. La suite du discours est vraiment intéressante, parce qu'elle s'attache à redéfinir la réaction du public face à cet assassinat. On nous présente un contraste saisissant. D'un côté, ce qu'on aurait pu attendre, la violence, les émeutes, peut-être même une révolution. Et de l'autre, ce qui se serait vraiment passé, un grand réveil spirituel. Et pour prouver ce réveil, on met en avant des conséquences très concrètes. Des gens qui se remettent à lire la Bible, à prier, ou qui vont à l'église pour la toute première fois de leur vie. Et tout ça est présenté comme l'accomplissement de ce que son mari avait toujours espéré pour le pays. Le décor est maintenant planté. Et c'est là que l'éloge funèbre se transforme vraiment en un appel à l'action. On découvre ce qui est présenté comme étant la mission principale de son mari. D'abord, un défi est lancé spécifiquement aux hommes. On les appelle à incarner un leadership qui serait basé sur le service. Et juste après, un défi parallèle est présenté aux femmes. Celui-ci est articulé autour du partenariat, du soutien, le tout dans une structure familiale qui serait d'inspiration divine. Au cœur de cette grande mission, il y a une cible bien précise, de jeunes hommes désabusés qu'elle appelle les garçons perdus. Et c'est là qu'on arrive au point culminant du discours. Un acte de pardon qui relie la mission de son mari à son propre meurtrier. Le meurtrier est présenté comme l'incarnation même de ces garçons perdus qu'il fallait sauver. On arrive à la dernière partie du discours. Là, on passe de la mission personnelle à la succession de l'organisation. Il s'agit de solidifier l'avenir de son travail. C'est le moment clé. L'éloge funèbre devient, de manière très formelle, une transition de leadership. Et elle ne s'arrête pas là, elle déroule un plan de croissance qui est à la fois clair et très ambitieux. L'idée, c'est de décupler la portée et l'influence de l'organisation. La raison pour laquelle il faut continuer les débats sur les campus est présentée comme un antidote direct à la violence qui a coûté la vie à son mari. C'est la justification ultime. Tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. À quel moment un éloge funèbre cesse-t-il d'en être un pour devenir un manifeste ? On voit bien ici que le discours a servi non seulement à honorer une vie, mais aussi et surtout à galvaniser un mouvement, à installer une successeur et à brouiller complètement les frontières entre le deuil personnel et l'appel aux armes politiques.